Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler du burn-out professionnel. À ce titre, nous avons invité Madame Sahar Lahabi, qui est sophrologue, qui est aussi ergothérapeute de formation. Depuis plusieurs années, elle exerce en tant que sophrologue à la clinique Saint-Jean de Bruxelles. Madame Lahabi a suivi une formation à l'école belge de sophrologie fondamentale et de relaxation. Elle est également formée à l'acupressure. Bon, on va nous expliquer un petit peu tout ce que c'est. Elle répondra aussi à nos questions sur le burn-out professionnel. Donc merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors nous avons également Aïtsaïd Khadija qui est assistante en psychologie clinique à l'espace santé famille. Elle termine son master en psychologie clinique à l'ULB. Donc merci aussi d'être avec nous. Merci à vous. Elle sera aussi la porteuse de la voix d'un témoin qui voudra nous partager son expérience sur le burn-out professionnel et sur la manière dont elle l'a vécu et dont elle s'en est sortie. Et donc ici, il s'agit d'un salarié qui a fait un burn-out professionnel. Et donc j'en profite puisque c'est un témoin anonyme, mais on la remercie d'avoir accepté de partager avec nous son témoignage qui pourra peut-être toucher nos auditeurs et qui suscitera éventuellement des questions. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous appeler au 0488 106 800 pour poser toutes vos questions. Vous pouvez également nous envoyer des messages à ce même numéro. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'espace Santé Famille qui est situé chaussée de Louvain, 51 à Saint-Josse-de-Naude. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Alors, je vais revenir un petit peu sur notre thème d'aujourd'hui. L'épuisement professionnel, c'est une problématique actuelle qui est très, très répandue. On ne peut que se réjouir d'en voir les causes de plus en plus étudiées, parce qu'avant, c'était vraiment un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. C'était quelque chose... on essayait de caser un peu ces symptômes de burn-out sur la dépression ou les changements d'humeur. Enfin, on ne comprenait pas encore trop ce que c'était. Et l'OMS actuellement se départit de l'idée que le burn-out ou l'épuisement professionnel, c'est un phénomène général en le classant désormais dans les phénomènes liés au travail. Ça veut dire que concrètement, actuellement, c'est quelque chose de reconnu par l'OMS. Il faut savoir aussi que selon l'Institut national d'assurance maladie invalidité, entre 2016 et 2020, le nombre de personnes en incapacité de travail de longue durée pour cause de burn-out a augmenté de 32,53% pour les travailleurs salariés et demandeurs d'emploi. Tandis que pour les travailleurs indépendants, il y a une augmentation de 43,38%. Il faut savoir aussi que les femmes représentent 2/3 des personnes en burn-out. Et donc ça, c'est vraiment très questionnant. Alors, on va, avant d'aborder le sujet du burn-out professionnel, se retourner un peu vers Madame Lahabi et lui demander, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la sophrologie et peut-être aussi un peu l'acupressure pour un peu nous expliquer. Alors, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques qui va utiliser la respiration, va utiliser des mouvements corporels, ça va utiliser aussi... des techniques dynamiques, des techniques de visualisation. Mais tout ça, il s'agit de techniques, mais c'est dans le but vraiment de venir conscientiser ce qu'on est capable de faire. Donc de venir prendre conscience parfois des capacités qu'on a, mais aussi des limites. Et je trouve que c'est tout le pouvoir un petit peu de la sophrologie, c'est de connaître les limites de son corps. Et donc c'est à chaque fois venir faire le lien dans sa tête quand je sens que je suis épuisée, par exemple face à un burn-out, ou je sens que j'ai des symptômes, comment est-ce que ça se manifeste corporellement. Donc en sophro, on va venir à chaque fois faire le lien entre ce qu'on vit intérieurement et ce qui se passe dans la tête. C'est un peu réapprendre à s'écouter. Complètement, mais pas uniquement de manière mentale. Pas se dire, tiens, il faudrait que je m'arrête, il faudrait que ce serait bien, mais de venir le sentir dans le corps. Et ça, en fait, c'est tout un apprentissage. D'accord. Et vous accompagnez les personnes là-dedans ? Complètement. D'accord, super. Alors, Khadija, est-ce que vous pourriez nous définir aussi ce qu'est le burn-out professionnel ? Parce qu'on l'a vu maintenant, c'est quelque chose de reconnu et de classifié, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le burn-out, qui est aussi connu sous le nom de syndrome d'épuisement professionnel, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Alors le burn-out, il ne touche pas à certains métiers en particulier, mais il peut toucher à tous les métiers. Il apparaît quand le travailleur il va ressentir un écart trop important entre ses attentes, la représentation qu'il se fait de son métier et la réalité de son travail. D'accord, donc c'est l'écart entre toutes ces représentations. Oui, c'est ça. Et si l'écart est trop important, c'est là qu'on peut voir observer le burn-out apparaître. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a, Madame Lahabi, des symptômes
qui devraient nous mettre un peu la puce à l'oreille face au burn-out? Il y a énormément de symptômes. Ça peut aller aussi bien des symptômes, je dirais, de type émotionnel. Par exemple, une personne qui, entre guillemets, arrive à gérer ses émotions de manière générale, qui tout à coup commence à sentir qu'elle s'emporte de plus en plus rapide, de plus en plus vite. Tiens, mon enfant quelque chose et ça me tape sur les nerfs directement. Ça peut être, tiens, tout à coup, je commence à pleurer alors que je comprends pas vraiment pourquoi je commence à pleurer. Ça peut être des symptômes physiques. Tiens, je commence à avoir de plus en plus souvent des maux de tête, je commence à mal dormir. Ça peut être... En fait, on peut avoir différents types de symptômes. Le but, c'est de venir voir si ça se met en place à long terme. Ouais, et voir aussi si ça a un lien avec le travail, Absolument, évidemment. Est-ce que, fait. par exemple, lorsque je suis éloignée de mon lieu de travail, est-ce que ces symptômes diminuent? Exactement. Est-ce que ces symptômes apparaissent dans un contexte particulier? Exactement. Et donc, vous parliez un peu de l'irritabilité, Oui. du fait d'être très émotif, peut-être Exactement. de ne plus avoir envie de rien faire aussi parfois. Tout à fait. Ça peut être aussi vraiment un manque de motivation. Oui. Souvent, les personnes qui font des burn-out sont des gens qui aiment leur travail, qui sont même parfois même passionnés par leur travail. Et le fait de se réveiller un matin et de se dire « j'ai pas envie d'aller travailler », et que demain encore, j'ai pas envie de travailler, et que ça dure et ça dure. Ça peut être des petites choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, en tout cas. Peut-être se poser aussi des questions par rapport à ça. Tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie d'aller travailler? Qu'est-ce qui fait que mon corps est en train de me lâcher? Ça, c'est dans l'idéal. Mais souvent, on s'en rend pas compte. Les personnes ne vont pas se poser ces questions-là parce que souvent, moi en tout cas, je parle de mon expérience à moi, les personnes se disent non, il faut que je continue. Ouais. Je n'ai pas le choix. Je suis importante, soit pour la société, soit pour le travail, où il y a trop de personnes qui comptent sur moi. Hors de question que je me pose même ce genre de questions. J'ai remarqué que souvent les personnes, elles attendent d'être malades physiquement pour pouvoir s'arrêter, parce que c'est comme si le psychisme, en fait, il n'a pas le droit de tomber malade. Le cerveau, en fait, il fonctionne tout le temps. On ne peut pas tomber malade psychologiquement. On ne peut tomber malade que physiquement. Il n'y a que celui-là qui peut être objectivé et concrètement qui fait qu'on va s'arrêter, quoi. Exactement. Et même, très souvent, les gens, lorsqu'ils tombent en burn-out et qu'ils commencent à aller mieux physiquement, tout de suite, ils veulent très vite reprendre. Ouais. Ils disent « Ah, mais c'est bon, je me suis reposée une semaine ou 2 semaines, c'est bon, je peux reprendre. » Et très souvent, il y en a beaucoup d'ailleurs qui reprennent. Et juste après avoir repris, ils se rendent compte que... Voilà, exactement. Très souvent, moi, ce que j'observe, c'est que les gens reprennent trop vite. Alors que... il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas du tout réglées. Et en fait, ils remarquent très vite qu'ils rechutent. Ouais, en psy, la prise en charge d'un burn-out, c'est 3 à 6 mois minimum. Hein. Complètement. Minimum. Hein. Tout à fait. C'est parce que ça laisse des séquelles, le burn-out. Hein, énorme. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Hein. Alors, Khadija, est-ce qu'on doit plutôt qualifier le burn-out comme une maladie ou plutôt comme un phénomène? Alors, non, ce n'est pas une maladie, mais plutôt un phénomène général. Il a fait son entrée dans la classification internationale des maladies de l'OMS, dans le chapitre des facteurs influençant l'état de santé, où est réuni les motifs pour lesquels les personnes s'adressent aux professionnels de la santé et qui ne sont pas classés comme des maladies. Donc c'est pour cela que le burn-out n'est pas conceptualisé comme une maladie comme une condition médicale, mais plutôt comme un phénomène lié au travail. Donc un phénomène qui impacterait alors la santé mentale. C'est ça que ça veut dire. Hein. Je retraduis un petit peu parce que c'est vrai que ça peut l'air un peu compliqué comme ça. Mais donc en fait, le burn-out est quelque chose qui alimenterait des facteurs qui abîmeraient la santé mentale des usagers, enfin des personnes. Oui. C'est ça. Ok. Alors, Madame Labie, est-ce qu'il existe éventuellement des stratégies de prévention du burn-out? Alors oui, bien sûr. La meilleure prévention, ça paraît tout simple, hein, c'est de s'écouter. Ouais. Mais bon, ce que vous nous dites à chaque fois. À chaque fois. Mais je peux comprendre que ça soit difficile de s'écouter. Et que lorsqu'on n'a pas appris à s'écouter, et que parce qu'on a eu une éducation et qu'on est dans un travail où c'est la performance qui compte, etc., on va pas s'écouter.
on ne va pas forcément se prendre le temps de s'écouter. Mais j'entendais un jour le témoignage du docteur Albert Moukébert, qui est docteur en neuropsychologie, qui disait quelque chose de très intéressant et que j'avais envie de partager justement ici. Il disait, lorsque vous vous dites jamais, je vais manger la première semaine du mois et les 3 prochaines semaines, je vais rien manger. Hein, ou alors, par exemple, je vais me dire que pendant les 2 premiers jours, le lundi et le mardi, je vais dormir à fond et tout le reste de la semaine, je vais rester réveillée. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais en fait, il expliquait d'ailleurs très bien que c'est exactement ce qu'on fait avec le burn-out. Tout à fait. C'est qu'on se dit, je dois encore tenir 1 mois, 2 mois, et puis dans 2 mois ou dans 3 mois, je vais prendre une semaine de vacances. Et puis à nouveau, non, en fait, ça marche pas. Ça nous paraît assez logique finalement quand on parle d'alimentation ou de sommeil, mais on fait exactement la même chose finalement avec notre corps. Et la meilleure prévention, c'est de se donner, de s'accorder des moments où on ne fait rien. Oui, ça c'est dur. Hein. Et en plus, c'est intéressant quand on dit si un métier est performant. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans une société complètement. De plus en plus, on exige de la performance, on exige de tout faire vite. On est dans du consommable et on se consume, je dirais même, parce qu'on est vraiment là-dedans et on n'est plus dans une ère où on peut se dire j'ai envie de ne pas être stimulé, de ne pas regarder, on a des images partout, on a des réseaux partout, et juste se dire, je me pose là et je reste là, je prends un bouquin ou je m'allonge juste et je suis seule avec mes pensées, c'est très bien. On fait plus ça, hein, non. De moins en moins. Non, parce que c'est une telle injonction de se dire, il faut être performant, il faut utiliser tout le temps son temps, le temps c'est de l'argent, etc. Qu'en effet, et depuis souvent tout petit, on nous apprend ça. On nous apprend, tu t'ennuies, fais quelque chose. Ben non. Tu peux t'ennuyer, c'est bien. Tu peux t'ennuyer, c'est très bien. Ouais, moi, mes enfants, quand ils s'ennuient, ils me disent « Maman, je m'ennuie ». Je leur dis « C'est une très bonne maladie ». Je dis la même chose. C'est une très bonne maladie. Et alors après, ils finissent par créer des jeux et inventer des histoires. Et c'est génial, ça fait travailler leur cerveau. C'est exactement Mais ça. même en vacances, moi je remarque qu'on se fait des plannings, il faut faire ça. On s'oblige à faire plein de trucs. On n'est plus dans une ère où on se dit j'ai le droit de me poser, voilà. Et aussi au niveau de la performance et de la rentabilité, c'est-à-dire que on va vouloir qu'un employé, au niveau rendement, ça coûte cher un employé, donc il faut qu'il fasse un certain nombre de tâches, de chiffres. Exactement. Et c'est dans ces métiers-là qu'on retrouve le plus de burn-out aussi. Hein, complètement. Donc, non seulement la personne se sent pressée par l'entreprise dans laquelle il peut travailler, mais c'est surtout aussi la pression qui va se mettre. Hein. Je suis d'accord que parfois l'entreprise peut avoir vraiment sa part de responsabilité, mais c'est surtout sentir que la personne apprenne à mettre des limites. Ouais. Si je dis oui à chaque fois que mon employeur me demande tiens, est-ce que tu peux encore faire ça, est-ce que tu peux encore terminer ce dossier, tiens, est-ce que tu peux terminer ce dossier pour lundi, donc ça veut dire que je vais passer tout le week-end à faire ça, c'est apprendre à pouvoir dire non. Et ça, je suis d'accord que c'est pas facile quand on a appris toute sa vie à dire oui. Bah oui, c'est ça. Hein. Ouais. Tout à fait. Non, clairement. Et la question des limites, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les personnes qui font des burn-out. C'est le fait qu'elles n'arrivent pas justement à mettre la limite, à dire non. C'est souvent des personnes très serviables aussi, qui donnent d'elles-mêmes, qui ont envie de s'investir, des fois parfois très perfectionnistes aussi. Complètement. On a beaucoup de perfectionnistes parmi les personnes qui font des burn-out. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que toutes des choses qu'on peut retrouver. Khadija, est-ce qu'il y a des facteurs de risque professionnels qui sont liés à l'épuisement? C'est quoi les facteurs de risque? Alors, il y a certaines situations ou certaines attitudes qui peuvent, dans un contexte de travail stressant, contribuer à l'épuisement professionnel, comme avoir des exigences déraisonnables ou des attentes relatives au travail qui sont mal définies, ou bien lorsqu'on ne reçoit pas un soutien suffisant, que ce soit au travail ou à la maison. Aussi, lorsqu'il y a un déséquilibre entre le travail et la vie personnelle, ça peut aussi contribuer à l'épuisement professionnel. Lorsque le milieu de travail aussi est médiocre, quand on est victime d'intimidation, d'harcèlement sur le lieu de travail, ça peut aussi conduire à un épuisement professionnel. Oui, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Et vous parlez aussi de la vie privée. Donc
c'est peut-être de ne pas trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Oui, et son travail. Ouais. Je me souviens que j'avais une maman comme ça qui était complètement épuisée parce qu'elle devait tout le temps travailler le soir, faire des gardes. Et c'était une maman seule avec 3 enfants. Et du coup, des fois, elle prenait ses enfants en cachette au travail. Et je disais, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. C'est pas... Je dis, vous allez avoir des problèmes et tout ça. Elle les planquait dans des chambres et tout. Et bon, on en avait rigolé toutes les deux. Je dis, mais écoutez, madame, vous êtes en train de vous rendre malade. Essayez de retrouver un autre travail. Ou alors de demander un aménagement d'horaire. Vous êtes un cas particulier, vous êtes seule avec 3 enfants. C'est pas faisable. Et donc, elle avait pu entendre ça, mais ça, c'est dur d'entendre ça et de se dire, oui, mais je vais faire quoi ? Parce que si j'ai plus de travail, comment je vais faire pour nourrir mes enfants ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a tout ce questionnement-là qui vient derrière. Et beaucoup de gens ont peur du changement aussi. Oui. Ils se disent, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que j'aurai. Et du coup, voilà. Et peur aussi d'aller parler au patron. Complètement. D'aller dire au patron, écoute, moi j'ai tel type de vie et si tu veux que je sois performant, il faut que tu me laisses un peu d'espace ou un peu de liberté par rapport à ça, quoi. Exactement. Et en effet, je trouve que quand on est dans une situation qui peut être précaire, comme par exemple cette patiente qui est mère célibataire et qui doit travailler pour pouvoir nourrir ses enfants, je peux tout à fait comprendre qu'elle ne vienne même pas à ce questionnement de se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire autrement ? Ah bah oui. C'est non, il faut que je nourrisse, j'ai pas le choix et je vais continuer à faire ça jusqu'à ce qu'en effet le corps lâche. Ouais. Et souvent ça lâche. Bon, alors on va en faire une petite pause. Donc, chers auditeurs, restez avec nous. On parle du burn-out professionnel aujourd'hui. Donc, vous êtes en direct sur Arabelle au 106.8 et je vous dis à tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons du burn-out professionnel. Alors, du coup, on est avec une sophrologue, Madame Lahabi, et on avait envie de lui demander un peu quelles sont les techniques en sophrologie qu'on peut utiliser pour accompagner les personnes qui souffrent de burn-out. Il existe, j'ai envie de dire, autant de techniques que de personnes. Quand je fais des séances individuelles avec les personnes qui souffrent de burn-out, je dis toujours aux personnes, ça va être du sur-mesure. Donc ça va être, si une personne par exemple a beaucoup de facilité à se faire des visualisations, on va partir sur des techniques de visualisation, de trouver des endroits qui sécurisent, des endroits qui calment la personne, des endroits de détente, de manière à ce que la personne puisse avoir accès à ce genre d'image lorsqu'elle en a besoin. Ça peut être même au travail. Tiens, je suis au travail, je sens que je commence à être stressée, je commence à avoir mon cœur qui palpite, etc. Tiens, est-ce que je peux fermer les yeux 1 minute et retrouver par exemple cette image de calme ? Si par exemple, par contre, j'ai une personne qui est fort dans la colère, par exemple, tiens, je suis vraiment dans l'injustice et mon employeur ne m'écoute pas et je suis tout le temps tendue et en tension et tout le temps en colère, eh bien là, on va partir plutôt sur des mouvements dynamiques. On va plutôt apprendre à pouvoir décharger tout le stress, toute la tension musculaire qu'il peut y avoir. Et par contre, s'il y a bien une chose que je fais à chaque fois, c'est la respiration. Les techniques de respiration, c'est vraiment quelque chose qui permet de bien oxygéner le corps. Et souvent, les gens trouvent ça presque trop facile. Mais ils ne le font pas. Non. C'est ça le problème. Moi, j'ai ça aussi avec les patients qui ont des crises d'angoisse. Oui. Et je leur explique qu'il faut vraiment bien inspirer par le nez, bien expirer par la bouche, que c'est hyper important d'écouter son corps quand on a des attaques de panique, parce que le problème, quand on a des attaques de panique, on respire comme un petit chien. Et donc, du coup, on tombe vraiment dans les patates. Si on avait peur de tomber dans les patates, pour le coup, si on respire comme un petit chien, on tombe dans les patates. Exactement. Et donc, du coup, je leur dis bien respirer par le nez et bien expirer par la bouche. Et justement, ça permet vraiment de se recentrer sur soi, de se calmer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça en premier. Parce que je pense que quand une personne fait vraiment une crise d'angoisse et une crise de panique, la crise est tellement forte qu'on n'a pas du tout le réflexe de se dire « Tiens, j'ai appris ça, j'ai appris cette technique et je vais faire ça ». Donc, après, c'est vraiment mon expérience personnelle. Je trouve que les techniques de respiration vont plutôt fonctionner en dehors des crises d'angoisse. Déjà. Ou les anticiper. Tu as des petits symptômes qui arrivent et tu te dis, je vais déjà commencer à bien m'asseoir, à respirer, à me calmer. C'est exactement ça. Quand il y a la crise d'angoisse même,
Là, je pars plutôt sur d'autres choses, sentir le contact, par exemple, le contact du sol. Souvent, les gens, parfois, quand ils font des crises de panique, ils ont vraiment l'impression qu'ils vont réellement mourir. Et ça peut être, tiens, est-ce que tu peux sentir le contact du sol, ramener à quelque chose de concret pour que la personne sente qu'elle touche quelque chose et qu'elle n'est pas en train de réellement mourir. Mais là, l'idéal, c'est que la personne soit accompagnée à ce moment-là. Ouais. Donc, en effet, c'est de travailler ça avant, un petit peu, et surtout savoir pourquoi. Et du coup, avec le burn-out, on peut prévenir un petit peu, c'est-à-dire dans le sens, si on leur apprend ces techniques de respiration, de recentrage sur soi, ça peut leur permettre de se reconnecter un peu à eux, à leurs besoins. Oui, ça peut leur permettre, surtout s'ils sentent... J'ai parfois des patients qui sont en pré-burn-out, qui viennent... J'en ai quelques-uns, c'est assez rare, qui viennent vraiment de manière préventive. D'accord. Ils disent, voilà, j'ai commencé un nouveau travail et autour de moi, il y a eu 5-6 cas de burn-out et j'ai pas envie d'arriver à ça. Apprenez-moi. Ça, c'est ça, c'est chouette, mais en même temps, génial. L'employeur, il devrait quand même se poser des questions aussi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ouais. Ça, c'est certain, malheureusement. Parfois, je trouve que les employés vont pas assez voir les ressources humaines, parce que normalement, il y a un conseiller en prévention qui est relié à chaque entreprise. Et ce conseiller en prévention, il est formé au burn-out et il est censé pouvoir aussi conseiller ses employés. Complètement, ça va vraiment, tout va dépendre de la philosophie de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est vraiment axée sur chiffres et performance, ils vont pas vraiment penser. Et puis, je pense qu'il faut être aussi prudent quand une entreprise parfois met en place certaines choses. J'ai par exemple des patients qui disent « Ah, moi, dans la boîte dans laquelle je travaille, il y a du yoga, il y a tout ça. » C'est bien, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise, que la personne doive sentir une pression en disant « Oui, mais il y a ça, donc je peux pas me plaindre. » Ouais. C'est ça. C'est deux choses différentes. Il y a du yoga, mais donc en gros, je te mets du yoga pour que tu sois performant et que tu continues à travailler comme un robot. Exactement. C'est pas le but, évidemment. Voilà, donc à faire attention aux deux aspects. Donc je trouve ça super que de plus en plus d'entreprises font ça, de mettre en place des moments où justement la personne peut ne rien faire ou ne pas être dans la performance. Ça, c'est très bien, mais il ne faut pas enlever tout le côté... tiens, si la personne est dans ce mal-être, de pouvoir mettre en place quelque chose, en tout cas. Oui, donc c'est important, l'aspect préventif est quand même vraiment important. Alors, parfois, on ne sait pas trop différencier la dépression du burn-out. Khadija, comment on peut différencier la dépression du burn-out ? Alors, c'est vrai que le burn-out et la dépression, on les confond souvent, mais ce sont deux problèmes différents. Ils présentent quelques caractéristiques semblables, telles que le fait de se sentir émotionnellement épuisé ou le fait de s'énerver facilement. Mais voilà, ils sont différents. La principale différence, elle va surtout résider dans le manque d'énergie qui touche la personne atteinte d'épuisement professionnel. La personne, elle ne se sent plus en mesure de faire quelque chose, de faire quoi que ce soit, et certainement pas si c'est lié au travail, mais en dehors de l'environnement professionnel, elle peut encore profiter de la vie. Alors que la dépression, là, pour les personnes dépressives, tout est négatif et rien ne vaut la peine ou ne peut susciter encore de l'intérêt. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une différence. Et puis, il y a aussi l'aspect de quand il y a un éloignement du travail, la personne peut retrouver ses capacités psychiques, ses capacités physiques, alors que dans la dépression, c'est tellement profond que, voilà, même s'il y a un éloignement du travail et même si la vie familiale va bien, entre guillemets, si une personne elle est en dépression, elle est en dépression. C'est une maladie psychique. Voilà. Et là, par contre, on peut parler un peu plus de maladie que de phénomène, je suppose, la dépression. Là, c'est quand même une maladie qui est reprise dans le DSM. Et donc là, en effet, on peut en parler un peu plus. Est-ce que vous auriez une idée, Madame Lahabi, du taux de prise en charge des burn-out en sophrologie, plus ou moins ? Alors, je peux parler de mon cas personnel. Moi, dans mes patients, j'ai facilement 40%. Quand même, ouais. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Compte,
Ça peut monter à certaines périodes à 50, mais là, je suis facilement à 40%. Ah ouais, quand même, hein. On ne penserait pas comme ça, hein, qu'il y a autant de personnes en burn-out. Ah, c'est énorme. Mm-hmm. C'est vraiment énorme. Et ce qui est compréhensible. Hein. Ouais. Moi, j'avoue que je dirais peut-être, allez, un 10e, un 5e de mes patients. Ouais. Mais bon, après, moi, je fais pas de la relaxation. Je me dis, justement, vous êtes dans quelque chose où on travaille spécifiquement sur le corps et l'aspect de se relaxer, de se reconnecter à soi-même. Oui, et je dis souvent, hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup de relaxation en sophrologie, mais en fait, j'avoue, et mes patients le confirmeront, je fais très peu de relaxation. Mm-hmm. Je dis souvent, une relaxation, c'est comme un bon massage. Ouais. Hein, ça fait du bien sur le moment même, c'est super agréable. Mais voilà. Après, ça change rien. Ça change pas grand-chose. Il faut aller un peu plus en profondeur. Voilà, exactement. Et donc, tout le travail, ça va être qu'ils apprennent, eux, à avoir des outils. Tiens, je sens que je suis tendue, je peux faire un mouvement dynamique. Tiens, je sens que ma respiration est bloquée, je peux ramener de la respiration. Ah oui. C'est vraiment qu'eux apprennent, qu'ils utilisent leur corps vraiment comme un outil. Et pas comme quelque chose où ils ont l'impression souvent d'ailleurs de subir. Hein, ils disent mon corps me lâche. Ouais, c'est souvent. Non. Ouais. Mais c'est vrai, souvent on a l'impression de ça, hein, quand on est trop fatigué, quand on a trop bossé, on a l'impression que le corps il répond plus à ce qu'on lui demande. Mais bon, c'est aussi un signe, hein, que ça va pas et qu'il faut s'écouter. Exactement. On prend notre smartphone. À un moment, il faut qu'on le charge. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, personne se pose la question en disant tiens, il a besoin d'être chargé. Si notre bête téléphone a besoin d'être chargé, en fait, nous, c'est vraiment la même chose. D'où le sommeil, qui est très, très important, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. On avait quand même ce témoin qui a accepté de nous partager son expérience. Est-ce que Khadija, tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte son burn-out s'est déclaré ? Ok. Alors, je lis ce que la témoin nous a dit. Elle dit « J'occupe un poste à responsabilité dans une grande banque. Je suis en charge de la conduite du changement dans une direction centrale et je mène une grosse équipe. Les choses se corsent lorsque mon entité connaît une restructuration. Je me retrouve alors à un poste encore plus important. Les mois passent, beaucoup cherchent à faire leur place et à s'écraser. Je le vis plus mal, avec plus de difficultés. C'est la loi du plus fort. Pendant 1 an, ma boss me harcèle. On me conseille de partir et de quitter mon poste, mais moi, je n'ai pas la force de partir. Je ne veux pas quitter ce poste et laisser mon équipe en plan, ainsi que tous mes projets dans lesquels je me suis tant investie. Je suis de moins en moins capable d'entreprendre quoi que ce soit. Le stress me bouffe et me paralyse complètement. Ma concentration et ma mémoire sont totalement altérées. Je compense en travaillant plus, mais je suis de plus en plus fatiguée. » Oui, donc là, il y a déjà on peut reprendre, si on reprend déjà ce qu'elle dit, c'est la mémoire, le stress, la nervosité, peut-être aussi l'irritabilité. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais aussi, Sarah, que le fait de ne pas vouloir lâcher son poste aussi. Oh, oui. Ouais, beaucoup se disent non, j'y reste et à tout prix, au prix de ma santé, en fait, finalement. Exactement. Ouais. Alors qu'il y a peut-être un problème de management interne, donc voilà. Et alors le fait aussi de se sentir responsable, on parlait du don de soi aussi tout à l'heure, je veux pas laisser tomber mon équipe, je veux pas lâcher mon équipe, donc il y avait cette question-là aussi. Exactement. Parfois, souvent les gens sont tellement investis dans leur travail et de ce qu'ils apportent qu'ils oublient de s'investir eux-mêmes. Ouais. Et je leur dis, mais tiens, vous apportez tellement d'investissement et vous apportez tellement de choses à votre équipe. Qu'est-ce qui vous empêche finalement de l'apporter à vous-même ? Et d'avoir parfois juste ce genre de réflexion et de se dire, mais tiens, c'est quoi qui m'empêche finalement de pouvoir m'investir moi-même ? Ah oui, c'est ça. Hein. Mais du coup, c'est vrai que en plus de la sophrologie, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent vraiment être accompagnées par un psy aussi, dans le sens où de faire un travail profond sur soi-même. Mais peut-être que vous le faites aussi en sophrologie, de travailler un peu sur son histoire, sa capacité à mettre des limites, le pourquoi on fait ses choix, de se sacrifier, de vouloir bien faire son travail, de ne pas abandonner les autres.
tout à fait. Soit parfois les patients viennent, ils font ce travail avec moi, ou alors, et très souvent, par exemple, je suis aussi consultante sur une plateforme où on travaille en équipe, où justement, quand il y a des salariés qui sont en burn-out, ils font appel à cette plateforme où il y a un psychologue, il y a le sophrologue, il y a moi, il y a un coach... j'ai oublié le nom. Coach en développement personnel ou coach de vie? Non, même pas. C'est vraiment pour la carrière. Pour un coach professionnel. Voilà, merci. Un coach professionnel. Et donc là, il y a vraiment cette équipe de 3, parfois, voire 4 personnes qui encadrent la personne. Tiens, voilà, je me rends compte, tiens, avec l'aspect avec le psychologue, la personne va travailler justement tout le ressenti, tout le passé, etc. En sophro, on va faire tout le travail de prise de conscience corporelle. Et avec la coach professionnelle, et tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et donc ça, c'est génial, quand il peut y avoir cette prise en charge globale, et de manière à ce que la personne sente qu'elle n'est pas seule aussi à traverser parfois cet enfer. Oui, tout à fait. Alors, on va devoir encore faire une petite pause parce que mon régisseur me fait des signes. Et donc, du coup, on fait une petite pause et on revient dans quelques instants sur Arabelle FM au 106.8 dans Santé pour tous. À tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons du burn-out professionnel. Alors, du coup, on est avec une sophrologue, Madame Lahabi. Et on avait envie de lui demander un peu quelles sont les techniques en sophrologie qu'on peut utiliser pour accompagner les personnes qui souffrent de burn-out. Il existe, j'ai envie de dire, autant de techniques que de personnes. Quand je fais des séances individuelles avec les personnes qui souffrent de burn-out, je dis toujours aux personnes, ça va être du sur-mesure. Donc ça va être, si une personne par exemple a beaucoup de facilité à se faire des visualisations, on va partir sur des techniques de visualisation, de trouver des endroits qui sécurisent, des endroits qui calment la personne, des endroits de détente, de manière à ce que la personne puisse avoir accès à ce genre d'image lorsqu'elle en a besoin. Ça peut être même au travail. Tiens, je suis au travail, je sens que je commence à être stressée, je commence à avoir mon cœur qui palpite, etc. Tiens, est-ce que je peux fermer les yeux 1 minute et retrouver par exemple cette image de calme? Si par exemple, par contre, j'ai une personne qui est fort dans la colère, par exemple, tiens, je suis vraiment dans l'injustice et mon employeur ne m'écoute pas et je suis tout le temps tendue et en tension et tout le temps en colère, eh bien là, on va partir plutôt sur des mouvements dynamiques. On va plutôt apprendre à pouvoir décharger tout le stress, toute la tension musculaire qu'il peut y avoir. Et par contre, s'il y a bien une chose que je fais à chaque fois, c'est la respiration. Les techniques de respiration, c'est vraiment quelque chose qui permet de bien oxygéner le corps. Et souvent, les gens trouvent ça presque trop facile. Mais ils ne le font pas. Non. C'est ça le problème. Moi, j'ai ça aussi avec les patients qui ont des crises d'angoisse. Oui. Et je leur explique qu'il faut vraiment bien inspirer par le nez, bien expirer par la bouche, que c'est hyper important d'écouter son corps quand on a des attaques de panique, parce que le problème, quand on a des attaques de panique, on respire comme un petit chien. Et donc, du coup, on tombe vraiment dans les patates. Si on avait peur de tomber dans les patates, pour le coup, si on respire comme un petit chien, on tombe dans les patates. Exactement. Et donc, du coup, je leur dis bien respirer par le nez et bien expirer par la bouche. Et justement, ça permet vraiment de se recentrer sur soi, de se calmer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça en premier. Parce que je pense que quand une personne fait vraiment une crise d'angoisse et une crise de panique, la crise est tellement forte qu'on n'a pas du tout le réflexe de se dire tiens, j'ai appris ça, j'ai appris cette technique et je vais faire ça. Donc, après, c'est vraiment mon expérience personnelle. Je trouve que les techniques de respiration vont plutôt fonctionner en dehors des crises d'angoisse. Déjà. Ou les anticiper. Tu as des petits symptômes qui arrivent et tu te dis, je vais déjà commencer à bien m'asseoir, à respirer, à me calmer. C'est exactement ça. Quand il y a la crise d'angoisse même, là je pars plutôt sur d'autres choses, sentir le contact par exemple, le contact du sol. Souvent les gens parfois quand ils font des crises de panique, ils ont vraiment l'impression qu'ils vont réellement mourir. Et ça peut être, tiens, est-ce que tu peux sentir le contact du sol, ramener à quelque chose de concret pour que la personne sente qu'elle touche quelque chose et qu'elle n'est pas en train de réellement mourir.
Mais là, l'idéal, c'est que la personne soit accompagnée à ce moment-là. Ouais. Donc, en effet, c'est de travailler ça avant, un petit peu, et surtout savoir pourquoi. Et du coup, avec le burn-out, on peut prévenir un petit peu, c'est-à-dire dans le sens, si on leur apprend ces techniques de respiration, de recentrage sur soi, ça peut leur permettre de se reconnecter un peu à eux, à leurs besoins. Oui, ça peut leur permettre, surtout s'ils sentent... J'ai parfois des patients qui sont en pré-burnout, qui viennent... J'en ai quelques-uns, c'est assez rare, qui viennent vraiment de manière préventive. D'accord. Ils disent, voilà, j'ai commencé un nouveau travail et autour de moi, il y a eu 5-6 cas de burn-out et j'ai pas envie d'arriver à ça. Apprenez-moi. Ça, c'est ça, c'est chouette, mais en même temps, génial. L'employeur, il devrait quand même se poser des questions aussi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ouais. Ça, c'est certain, malheureusement. Parfois, je trouve que les employés vont pas assez voir les ressources humaines, parce que normalement, il y a un conseiller en prévention qui est relié à chaque entreprise. Et ce conseiller en prévention, il est formé au burn-out et il est censé pouvoir aussi conseiller ses employés. Complètement, ça va vraiment, tout va dépendre de la philosophie de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est vraiment axée sur chiffres et performance, ils vont pas vraiment penser. Et puis, je pense qu'il faut être aussi prudent quand une entreprise parfois met en place certaines choses. J'ai par exemple des patients qui disent moi dans la boîte dans laquelle je travaille, il y a du yoga, il y a tout ça. C'est bien, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise, que la personne doive sentir une pression en disant oui, mais il y a ça, donc je peux pas me plaindre. Ouais. C'est ça. C'est deux choses différentes. Il y a du yoga, mais donc en gros, je te mets du yoga pour que tu sois performant et que tu continues à travailler comme un robot. Exactement. C'est pas le but, évidemment. Voilà, donc à faire attention aux deux aspects. Donc je trouve ça super que de plus en plus d'entreprises font ça, de mettre en place des moments où justement la personne peut ne rien faire ou ne pas être dans la performance. Ça, c'est très bien, mais il faut pas enlever tout le côté... tiens, si la personne est dans ce mal-être, de pouvoir mettre en place quelque chose, en tout cas. Oui, donc c'est important, l'aspect préventif est quand même vraiment important. Alors, parfois, on ne sait pas trop différencier la dépression du burn-out. Khadija, comment on peut différencier la dépression du burn-out ? Alors, c'est vrai que le burn-out et la dépression, on les confond souvent, mais ce sont deux problèmes différents. Ils présentent quelques caractéristiques semblables, telles que le fait de se sentir émotionnellement épuisé ou le fait de s'énerver facilement. Mais voilà, ils sont différents. La principale différence, elle va surtout résider dans le manque d'énergie qui touche la personne atteinte d'épuisement professionnel. La personne, elle ne se sent plus en mesure de faire quelque chose, de faire quoi que ce soit, et certainement pas si c'est lié au travail, mais en dehors de l'environnement professionnel, elle peut encore profiter de la vie. Alors que la dépression, là, pour les personnes dépressives, tout est négatif et rien ne vaut la peine ou ne peut susciter encore de l'intérêt. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une différence. Et puis, il y a aussi l'aspect de quand il y a un éloignement du travail, la personne peut retrouver ses capacités psychiques, ses capacités physiques, alors que dans la dépression, c'est tellement profond que, voilà, même s'il y a un éloignement du travail et même si la vie familiale va bien, entre guillemets, si une personne elle est en dépression, elle est en dépression. C'est une maladie psychique. Voilà. Et là, par contre, on peut parler un peu plus de maladie que de phénomène, je suppose, la dépression. Là, c'est quand même une maladie qui est reprise dans le DSM. Et donc là, en effet, on peut en parler un peu plus. Est-ce que vous auriez une idée, Madame Lahabi, du taux de prise en charge des burn-out en sophrologie, plus ou moins ? Alors, je peux parler de mon cas personnel. Moi, dans mes patients, j'ai facilement 40%. Quand même, ouais. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est vraiment pas énorme. Compte, hein. Ça peut monter à certaines périodes à 50%, mais là, je suis facilement à 40%. Ah ouais, quand même. Hein. On ne penserait pas comme ça qu'il y a autant de personnes en burn-out. Ah, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ce qui est compréhensible. Hein. Ouais. Moi, j'avoue que je dirais peut-être, un 10e, un 5e de mes patients.
Ouais, mais bon, après, moi, je fais pas de la relaxation. Je me dis, justement, vous êtes dans quelque chose où on travaille spécifiquement sur le corps et l'aspect de se relaxer, de se reconnecter à soi-même. Oui, et je dis souvent, c'est vrai qu'on parle beaucoup de relaxation en sophrologie, mais en fait, j'avoue, et mes patients le confirmeront, je fais très peu de relaxation. Je dis souvent, une relaxation, c'est comme un bon massage. Ouais. Ça fait du bien sur le moment même, c'est super agréable. Mais voilà. Après, ça change rien. Ça change pas grand-chose. Il faut aller un peu plus en profondeur. Voilà, exactement. Et donc, tout le travail, ça va être qu'ils apprennent, eux, à avoir des outils. Tiens, je sens que je suis tendue, je peux faire un mouvement dynamique. Tiens, je sens que ma respiration est bloquée, je peux ramener de la respiration. Ah oui. C'est vraiment qu'eux apprennent, qu'ils utilisent leur corps vraiment comme un outil. Et pas comme quelque chose où ils ont l'impression souvent d'ailleurs de subir. Ils disent mon corps me lâche. Ouais, c'est souvent. Non. Ouais. Mais c'est vrai, souvent on a l'impression de ça quand on est trop fatigué, quand on a trop bossé, on a l'impression que le corps il répond plus à ce qu'on lui demande. Mais bon, c'est aussi un signe que ça va pas et qu'il faut s'écouter. Exactement. On prend notre smartphone. À un moment, il faut qu'on le charge. Ouais, c'est ça. Et là, personne se pose la question en disant tiens, il a besoin d'être chargé. Si notre bête téléphone a besoin d'être chargé, en fait, nous, c'est vraiment la même chose. D'où le sommeil, qui est très, très important, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. On avait quand même ce témoin qui a accepté de nous partager son expérience. Est-ce que Khadija, tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte son burn-out s'est déclaré ? Ok. Alors, je lis ce que la témoin nous a dit. Elle dit « J'occupe un poste à responsabilité dans une grande banque. Je suis en charge de la conduite du changement dans une direction centrale et je mène une grosse équipe. Les choses se corsent lorsque mon entité connaît une restructuration. Je me retrouve alors à un poste encore plus important. Les mois passent, beaucoup cherchent à faire leur place et à s'écraser. Je le vis plus mal, avec plus de difficultés. C'est la loi du plus fort. Pendant 1 an, ma boss me harcèle. On me conseille de partir et de quitter mon poste, mais moi, je n'ai pas la force de partir. Je ne veux pas quitter ce poste et laisser mon équipe en plan, ainsi que tous mes projets dans lesquels je me suis tant investie. Je suis de moins en moins capable d'entreprendre quoi que ce soit. Le stress me bouffe et me paralyse complètement. Ma concentration et ma mémoire sont totalement altérées. Je compense en travaillant plus, mais je suis de plus en plus fatiguée. » Ouais, donc là, il y a déjà on peut reprendre, si on reprend déjà ce qu'elle dit, c'est la mémoire, le stress, la nervosité, peut-être aussi l'irritabilité. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais aussi, Sarah, que le fait de ne pas vouloir lâcher son poste aussi. Oh, oui. Ouais, beaucoup se disent non, j'y reste et à tout prix, au prix de ma santé, en fait, finalement. Exactement. Ouais. Alors qu'il y a peut-être un problème de management interne, donc voilà. Et alors le fait aussi de se sentir responsable, on parlait du don de soi aussi tout à l'heure, je veux pas laisser tomber mon équipe, je veux pas lâcher mon équipe, donc il y avait cette question-là aussi. Exactement. Parfois, souvent les gens sont tellement investis dans leur travail et de ce qu'ils apportent qu'ils oublient de s'investir eux-mêmes. Ouais. Et je leur dis, mais tiens, vous apportez tellement d'investissement et vous apportez tellement de choses à votre équipe. Qu'est-ce qui vous empêche finalement de l'apporter à vous-même ? Et d'avoir parfois juste ce genre de réflexion et de se dire, mais tiens, c'est quoi qui m'empêche finalement de pouvoir m'investir moi-même ? Ah oui, c'est ça. Hein. Mais du coup, c'est vrai que en plus de la sophrologie, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent vraiment être accompagnées par un psy aussi, dans le sens où de faire un travail profond sur soi-même. Mais peut-être que vous le faites aussi en sophrologie, de travailler un peu sur son histoire, sa capacité à mettre des limites, le pourquoi on fait ses choix, de se sacrifier, de vouloir bien faire son travail, de ne pas abandonner les autres. Tout à fait. Soit parfois les patients viennent, ils font ce travail avec moi, ou alors, et très souvent, par exemple, je suis aussi consultante sur une plateforme où on travaille en équipe, où justement, quand il y a des salariés qui sont en burn-out, ils font appel à cette plateforme où il y a un psychologue, il y a la sophrologue, il y a moi, il y a un coach
J'ai oublié le nom. Coach en développement personnel ou coach de vie? Non, même pas. C'est vraiment pour la carrière. Pour un coach professionnel. Voilà, merci. Un coach professionnel. Et donc là, il y a vraiment cette équipe de 3, parfois, voire 4 personnes qui encadrent la personne. Tiens, voilà, je me rends compte, tiens, avec l'aspect avec le psychologue, la personne va travailler justement tout le ressenti, tout le passé, etc. En sophro, on va faire tout le travail de prise de conscience corporelle. Et avec la coach professionnelle, et tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et donc ça, c'est génial, quand il peut y avoir cette prise en charge globale, et de manière à ce que la personne sente qu'elle n'est pas seule aussi à traverser parfois cet enfer. Oui, tout à fait. Alors, on va devoir encore faire une petite pause parce que mon régisseur me fait des signes. Et donc, du coup, on fait une petite pause et on revient dans quelques instants sur Arabelle FM au 106.8 dans Santé pour tous. À tout de suite.